Imagine un instant qu'une très grande entreprise traverse une énorme crise de gestion sur un de ses projets majeurs. Oh, le scénario catastrophe classique, ça. Ouais, la totale. Tout le monde panique, les délais explosent, le budget fond à vue d'œil. Et du coup, la direction décide de dépenser genre 50 000 euros pour faire venir un consultant externe de très haut niveau. Ah oui, le fameux sauveur. C'est ça. Le consultant arrive, il pose sa mallette, il regarde tous ses cadres complètement épuisés autour de la table. Et là, il leur pose une question de 5 mois. Une question qu'un gamin de maternelle aurait pu formuler, quoi. Et qui change tout. Ben ouais. Soudainement, tout le monde réalise que le problème venait de là. Franchement, c'est absurde, non? Mais le pire, c'est que c'est exactement ce qui se passe tous les jours dans le monde pro. C'est d'une banalité affligeante, ouais. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette question à 50 000 euros, notre propre cerveau sait pertinemment qu'il faut se la poser. Mais on passe notre temps à le faire taire. Et c'est exactement le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Lors de notre dernière exploration de ce sujet, tu te souviens, on a vu comment libérer de la bande passante mentale, comment capturer toutes ces petites tâches volantes pour se vider l'esprit. Ouais, le fait de tout noter. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, en nous basant sur nos sources du jour qui décortiquent un peu les méthodes de productivité, c'est de comprendre ce qui se passe quand on fait face non pas à une simple tâche, mais à une montagne. Mhm. Un gros projet, quoi. Exactement. Quand tu lis sur ta liste un truc genre organiser la conférence annuelle ou déménager les bureaux, on va voir pourquoi on fiche complètement face à ces projets. Et surtout, comment utiliser notre propre biologie pour retrouver une planification qu'on appelle créative. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que le but, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas d'empiler des logiciels compliqués. Surtout pas. Ce qui est primordial de comprendre d'emblée, c'est que la solution, elle n'est pas dans une nouvelle application. Notre cerveau, sur le plan purement évolutif, c'est la machine à planifier la plus sophistiquée qui existe au monde. Donc le problème, c'est pas nous en fait, hein. Bah non, le vrai problème, c'est pas un manque de discipline. C'est qu'on nous force continuellement, au boulot comme dans la vie perso, à planifier à l'envers, contre notre propre nature. Ah ouais. Bon, décortiquons un peu cette mécanique. Comment notre cerveau procède quand on le laisse tranquille dans son environnement naturel? C'est très fluide. Prenons un truc concret du quotidien. Disons que on veut organiser un dîner au restaurant avec des amis ce week-end. On va pas ouvrir un tableau Excel pour ça. Comment ça se passe dans notre tête? Ça se passe de manière tellement naturelle que c'est quasi invisible. Sans même t'en rendre compte, tu vas traverser 5 étapes très distinctes. Et tout commence par une impulsion interne. Pourquoi on veut y aller? Ok, le pourquoi. C'est ça. Est-ce que c'est pour célébrer une promotion? Ou alors pour avoir une discussion hyper sérieuse au calme avec un pote qui va pas bien? Ou juste parce que t'as grave la flemme de faire la vaisselle ce soir? Ouais, je plaide coupable pour la vaisselle. Et cette impulsion, c'est ce que les textes qu'on étudie nomment la définition de la raison d'être. D'accord, et j'imagine que ce pourquoi va immédiatement dicter tout le reste, en fait. Si c'est pour une discussion sérieuse, je vais naturellement me dire, bon, il faut un endroit calme, pas de musique trop forte et peut-être un peu à l'écart pour se garer facilement. Exactement. Et là, tu viens, de manière totalement subconsciente, de poser tes principes. C'est la deuxième étape. Les limites, en gros, hein. C'est ça, les principes fixent les limites de ton terrain de jeu. Et une fois que ces paramètres sont activés, la troisième étape se déclenche toute seule. Le cerveau se met à générer des options. C'est le brainstorming naturel. Ah, genre, le petit bistrot italien au coin de la rue, ah ben non, c'est hyper bruyant. Le Libanais près du parc, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ouvert le dimanche? Voilà. C'est le moment où les idées fusent dans tous les sens, sans filtre. Et ensuite, on commence à faire du tri, c'est ça, presque à l'instinct. On structure un peu les pensées, on se dit « Ok, le Libanais est fermé, donc on part sur le bistrot, mais on va demander la table du fond qui est plus tranquille. » C'est l'étape 4, la structuration. Et elle débouche de façon purement logique sur la toute dernière étape, la seule action qui sera vraiment visible de l'extérieur. La fameuse action suivante, physique. Exactement. Tu prends ton téléphone et tu appelles le resto. Donc, raison d'être, principe, brainstorming, structuration, action. Ce cheminement respecte parfaitement notre câblage neuronal. C'est pour ça que ça ne nous demande aucun effort conscient énorme. C'est ça. Mais attends, je t'arrête tout de suite parce que j'ai une objection super claire qui me vient là. Si ce truc est si naturel, si instinctif, pourquoi est-ce que je me retrouve, genre, chaque dimanche soir, la boule au ventre, incapable de planifier ma semaine correctement? C'est une excellente question. Et pourquoi dans les entreprises, les réunions de planification, c'est souvent une torture absolue où tout le monde regarde sa montre en priant pour que ça s'arrête? C'est une contradiction fascinante. Et la réponse, en fait, elle vient du fait que dès qu'on perçoit des enjeux comme professionnels ou sérieux, on abandonne ce processus biologique. On adopte ce que nos sources appellent le modèle artificiel.
On force le système en gros. On tente de forcer le processus, ouais. On fait les choses à l'envers. Ah, mais je crois que j'ai un exemple hyper douloureux de ce modèle artificiel en tête. J'ai fait un séminaire une fois. On nous a enfermés dans une salle sans fenêtre à 9 heures du mat. L'horreur classique. Mais grave! Le directeur arrive, il se met devant le tableau blanc et il sort. Bon, notre part de marché baisse. Qui a une bonne idée de produit innovant pour inverser la tendance? On sort pas d'ici tant qu'on n'a pas un plan complet. Et laisse-moi deviner, gros silence gêné. Un silence de mort. Personne n'a osé décrocher un mot pendant au moins 10 minutes. Bah voilà, c'est l'illustration clinique du modèle artificiel. Si on analyse ce directeur, il vous a demandé de produire une bonne idée, structurée, ce qui correspond aux étapes 3 et 4, le brainstorming et la structuration. Sans faire les étapes 1 et 2. Exactement. Il a exigé ça avant même d'avoir redéfini avec vous le pourquoi de votre présence sur ce marché et avant de vous avoir laissé visualiser le moindre résultat. C'est un court-circuit cognitif total. Ah ouais, demander une idée géniale d'un coup, c'est comme demander à un muscle de se contracter mais sans lui envoyer l'influx nerveux avant. C'est une super image. Ça provoque juste une paralysie. Et le pire, c'est que face à cette paralysie de la salle, souvent le management ne recule pas. Ils mettent la pression. Et ça, c'est ce qui mène droit au deuxième scénario catastrophe de nos sources, le modèle réactif. Quand le modèle artificiel échoue, la panique s'installe. Les deadlines approchent, tout le monde stresse. Ouais. Et pour compenser ce manque de clarté, la boîte se met à brasser de l'air. C'est l'activité frénétique, on fait des points quotidiens à 18 heures, on s'envoie des mails avec 40 personnes en copie, on invente des codes couleurs improbables sur des dossiers que personne ne lit. On confond complètement l'agitation et l'avancement. C'est exactement ça. Et du coup, c'est là qu'il débarque, le fameux consultant à 50 000 balles de mon intro. Précisément. Les équipes sont à bout de souffle, le projet est un désastre. Le gars arrive, il regarde le chaos et il pose sa fameuse question bateau. Mais au fait, c'est quoi votre but exact avec ce projet? Et bam. Et bam. Ce qu'il fait, moyennant une fortune, c'est forcer tout le groupe à revenir à l'étape numéro 1 du modèle naturel. Il les ramène à la case départ, celle que tout le monde avait ignorée par arrogance. C'est ouf de se dire qu'on paye une fortune pour qu'on nous rappelle juste comment notre propre tête fonctionne. Mais attends, je vais faire un peu l'avocat du diable sur cette première étape, le fameux pourquoi. Vas-y. Est-ce que se demander pourquoi à chaque micro-projet, c'est pas un peu abusé? Enfin, je veux dire, trop philosophique. Si mon boulot, c'est de déménager le service compta au 3e étage, j'ai pas besoin d'aller chercher le sens profond de la vie ici. C'est une remarque hyper juste. On a tendance à croire que le pourquoi doit être transcendant. Mais dans nos recherches, le pourquoi, il est très pragmatique. Il sert juste de filtre de décision. Ok, donne-moi un exemple avec la compta. Reprenons ton déménagement. Si tu définis pas le pourquoi, tu vas te noyer dans la logistique. Mais si tu poses la question à la direction, tu pourrais avoir deux réponses radicalement différentes. Scénario A, on déménage pour réduire les frais immobiliers. Scénario B, on déménage pour que les comptables soient juste à côté du pôle financier et qu'ils puissent communiquer plus facilement. Ah, mais oui, je vois. Si le but, c'est les coûts, on va prendre les déménageurs les moins chers, on recycle les vieux bureaux et on fait ça samedi pour pas perdre une journée de boulot. Voilà. Alors que si c'est pour la communication, on va peut-être péter une cloison, acheter des tables de réunion communes, quitte à exploser le budget. Le projet physique, il est identique sur le papier, bouger des cartons. Mais l'exécution, elle a plus rien à voir. Tu as tout compris. Sans ce pourquoi, tu perds tes critères de décision. Nos textes sources citent d'ailleurs une phrase forte. Des motivations simples suscitent un comportement intelligent. Des règles complexes suscitent un comportement stupide. C'est joliment dit. N'est-ce pas? Et une fois que ce pourquoi est validé, on passe au quoi, la vision du résultat. Et c'est là que la biologie entre en jeu de façon assez spectaculaire, avec la formation réticulée. Alors ça, formation réticulée, je le vois souvent passer dans des trucs de développement personnel, un peu perché, un peu mystique, tu vois. Concrètement, sur le plan médical, c'est quoi? C'est pas du tout magique. C'est de la pure anatomie. Notre cerveau, il consomme à peu près 20% de notre énergie, même s'il fait que 2% de notre poids. C'est énorme. C'est un gouffre énergétique. Donc, pour survivre, il doit économiser. À chaque seconde, tes sens perçoivent des millions de petites infos. Si tu traitais tout consciemment, ton cerveau grillerait en sortant dans la rue. Crise d'épilepsie directe. Voilà. La formation réticulée, c'est un réseau de fibres à la base de ton cerveau qui agit littéralement comme un physionomiste à l'entrée d'une boîte de nuit. Oh, j'adore l'image. Il filtre. Il décide qui entre dans ta conscience et qui reste dehors dans l'oubli. Donc si je te suis, quand on définit super clairement la vision du résultat attendu pour un projet, c'est comme si on donnait la fameuse liste VIP au physionomiste. C'est la métaphore parfaite.
Si tu visualises hyper précisément le succès de ton projet de déménagement, tu reprogrammes ton filtre. Soudain, ton cerveau va laisser entrer des infos qu'il aurait jetées la veille. Genre, je suis dans le métro, j'entends des gens parler de carton renforcé, et bam, mon oreille traîne. C'est ça. Tu scrolles sur ton téléphone et pouf, tu bloques sur un article sur l'acoustique des open space. Le simple fait d'avoir posé le quoi a allumé ton radar. Et ça, c'est la bascule vers la troisième étape, le fameux brainstorming. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour moi. Parce qu'une fois le radar allumé, les idées s'accumulent. L'explosion créative. Et là, j'ai une image très visuelle qui me vient. Imagine que tu as un placard chez toi complètement en bordel depuis 3 ans. L'erreur que tout le monde fait, c'est d'essayer de plier un pull en le laissant sur l'étagère, de pousser une pile de t-shirts pour faire de la place. Et ça marche jamais. Jamais de la vie. La vraie méthode, la seule, c'est de prendre absolument tout ce qu'il y a dans ce placard, sans exception, et de le jeter sur ton lit. Ça fait une énorme montagne chaotique, c'est terrifiant sur le moment, mais c'est la seule façon de voir ce que tu as vraiment. C'est ça, un vrai brainstorming. C'est une super allégorie. Et la science cognitive explique très bien pourquoi on doit faire ce tas sur le lit. C'est le concept de cognition distribuée. C'est-à-dire, Le grand malentendu sur l'intellect humain, c'est qu'on prend notre cerveau pour un disque dur. On croit qu'il est fait pour stocker de l'info. C'est faux. ah bon? Notre cerveau, c'est un processeur. Il est fait pour créer des connexions, pour analyser des trucs, générer des idées. Mais sa mémoire vive, son stockage immédiat est super limité. Ah, c'est le classique, j'avais l'idée du siècle sous la douche et le temps de mettre ma serviette, j'ai tout oublié. Mais grave, l'angoisse mentale, elle arrive quand on force ce processeur à faire le boulot d'un disque dur. Si t'as une grosse réunion et que t'essaies de retenir les 6 points clés dans ta tête, ton cerveau y crame toute son énergie juste pour pas les oublier. Il n'y a plus de jus pour en trouver un 7e? Voilà, la cognition distribuée, c'est le fait d'utiliser l'environnement physique comme une extension de ta cervelle. Un tableau blanc, une feuille de papier, un post-it de comptoir. Dès que l'idée est écrite, le cerveau pige qu'il n'a plus besoin de la retenir. Et hop, il libère de la RAM. Il vide la mémoire vive, oui. Et le processeur peut se remettre à inventer des trucs. D'où l'importance vitale des règles de cette phase de brainstorming. Des règles qu'on viole tout le temps en entreprise d'ailleurs. La première, c'est le zéro jugement. Non, aucune évaluation. C'est le point de rupture absolu de la créativité. Que tu sois en groupe ou tout seul, si chaque idée est suivie d'un « Ah ben non, ça va coûter trop cher » ou « La direction dira jamais oui à ça », C'est mort. c'est complètement mort. Tu réactives la peur sociale, le physionomiste de la boîte de nuit referme toutes les portes d'un coup. L'une de nos références cite le double prix Nobel Linus Pauling qui disait « La meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup ». Ah ouais. On privilégie la quantité pure à ce stade. On jette tout sur le lit. Même les vieilles chaussettes trouées et les pulls moches qu'on mettra jamais. L'analyse critique, elle viendra, mais après. Elle est indispensable, mais chaque chose en son temps. Bon. Donc, là, on a notre énorme montagne d'idées hétéroclites, de notes absurdes et d'éclairs de génie tout mélangés. C'est la phase 4, la structuration. Et là, j'avoue que j'ai longtemps cru à un mythe. Je voyais le cerveau un peu comme un aimant géant et les idées comme de la limaille de fer qui allait s'aligner par magie autour. Mais le cerveau n'est pas passif, hein. Tu fais super bien de corriger cette image. Non, le cerveau n'attend pas passivement que l'ordre apparaisse. C'est une machine active, une vraie bête de reconnaissance de motifs. Donc face au chaos, il cherche du sens. Il ne supporte pas l'absence de sens. Face au truc étalé, il va compulsivement chercher à catégoriser, à regrouper par séquence. Donc, pour revenir à notre lit plein de fringues, c'est le moment où le cerveau dit « Ok, les manteaux d'hiver à gauche, les pantalons au milieu ». Et dans la vraie vie pro, face au post-it, on va repérer des blocs, genre le budget ici, la com là, le rétro-planning en bas. Précisément. Et c'est là que les dépendances sautent aux yeux. Tu réalises par exemple que tu peux pas choisir la couleur du site web tant que t'as pas validé le logo avec l'équipe marketing. Une séquence naturelle qui émerge du bazar. C'est ça. Et cette clarté nouvelle, c'est ce qui déclenche la toute dernière bascule, l'étape 5, L'action suivante, le retour au physique. le retour brutal, mais tellement salvateur à la réalité physique, ouais. Mais attends, là je vois un danger gigantesque se profiler. Si j'écoute tout ce que tu viens de dire, raison d'être, principe, vision, brainstorming massif, structuration, on va quand même pas dégainer cette artillerie lourde pour changer les pneus de la Clio ou racheter des cartouches d'imprimante, hein. Si on fait ça pour tout, notre vie devient un enfer bureaucratique, quoi. Et c'est le piège dans lequel tombent tous ceux qui découvrent ce modèle. Mais la biologie est bien plus sympa que ça. C'est ce qu'on appelle la règle des 95-5. Ok, explique-moi ça. C'est la clé de voûte pour pas faire d'overdose. Le secret, c'est pas de regarder la taille de ton projet, c'est d'écouter ta propre anxiété. Pardon, mon anxiété comme radar de planification. C'est tout à fait ça.
Prenons les 80%. Environ 80% de tes engagements ont une charge cognitive super faible. Acheter du pain, renouveler le passeport, ce genre de trucs. Voilà. Pour ça, ton cerveau parcourt les 5 étapes, mais à la vitesse de la lumière. Et tout reste en interne. Tu sais pourquoi tu le fais, tu visualises la baguette de pain et l'action suivante est évidente, mettre tes chaussures et sortir. T'as pas besoin d'écrire un post-it pour ça. D'accord, l'instinct gère les 80%. Et les 15% du milieu? Là, c'est la charge cognitive moyenne. C'est les projets où tu commences à sentir un tout petit peu de stress parce qu'il y a trop de détails. Genre, organiser un week-end à la mer pour 8 potes. Exactement. Ta mémoire vive commence à saturer. Et c'est là qu'on utilise la cognition distribuée légère. Un petit croquis sur un carnet, une liste à puce sur l'ordi, un vague schéma dessiné en 5 minutes. Juste assez pour vider sa tête. C'est ça, juste pour retrouver le contrôle. Et ça nous amène au dernier 5%. La pointe de l'iceberg. Ces fameux 5%. C'est les projets complexes, ceux avec des gros enjeux financiers, plusieurs services impliqués, ou tout simplement ceux qui te paralysent de stress la nuit. Quand tu regardes ta to-do list et que t'as une boule au ventre. Voilà, ça c'est l'alarme de ton corps. L'anxiété te hurle que ton cerveau n'arrive plus à calculer la trajectoire tout seul. Et c'est uniquement pour ces 5%-là qu'il faut appliquer délibérément le modèle complet en 5 étapes. Par écrit, de façon hyper formelle. Ouais, tu t'assois, tu écris le pourquoi, tu dessines la vision, tu forces le brainstorming sans limite. Ben, franchement, c'est hyper libérateur de voir ça comme ça. Si on résume la valeur de cette analyse, on comprend que l'angoisse face à une énorme tâche, c'est pas une faiblesse personnelle ou de la paresse, c'est juste un message d'erreur de notre processeur interne qui supplie qu'on lui fasse de la place. C'est très bien résumé. Et finalement, une simple feuille vierge bien utilisée, elle écrase n'importe quel logiciel de gestion de projet ultra cher, hein. Absolument. Et je dirais même, ça soulève une réflexion de fond que je voudrais partager avec notre public. Si notre esprit est biologiquement fait pour diverger dans tous les sens avant de chercher une structure, repense à comment on nous a appris à bosser à l'école. Oh là, tu m'intrigues. On nous a toujours exigé de faire un plan détaillé, tu sais, grand 1, grand 2, grand 3, avec des sous-parties avant même d'avoir écrit la première phrase de notre dissertation. Ah ouais, c'est vrai que c'était l'enfer. Et si cette angoisse généralisée qu'on ressent tous adultes face à la planification, c'était juste le résultat d'un système éducatif qui a littéralement fracassé notre instinct naturel? Réapprendre à s'organiser, c'est peut-être tout bêtement désapprendre ce qu'on nous a forcé à faire à l'école. Remettre en question des années de conditionnement pour juste retrouver le fonctionnement de base de notre cerveau. Franchement, c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.